névrose, psychose, état limite, les structures de la personnalité selon la psychanalyse. Durant l'enfance et l'adolescence, lorsqu'il y a une rupture durant les stades de développement, par exemple des carences affectives ou des traumatismes, le sujet va être amené à se construire d'une manière qui lui est singulière. À l'âge adulte, l'influence de ces ruptures amène la personne à ancrer son mode de fonctionnement dans une structure de personnalité névrotique, psychotique ou état limite. En psychanalyse, ces structures font référence à un type de fonctionnement de la personnalité et ne sont ni normales ni pathologiques en elles-mêmes. La névrose, la psychose ou l'aménagement limite deviennent pathologiques quand la structure amène une souffrance intérieure excessive et quand des limitations et des restrictions importantes, surtout dans le champ de la communication avec les autres. Le concept de névrose correspond à un tableau clinique et à un état psychopathologique. Il peut donc être divisé en deux parties. La première concerne les symptômes et les signes que l'on observe chez une personne atteinte de névrose. La seconde porte sur la manière dont l'esprit et la personnalité de cette personne sont organisés en profondeur. Cette organisation particulière de la personnalité est appelée la structure névrotique. Elle est présente même lorsque les symptômes ne sont pas visibles. Les mots névrose et névrosé sont utilisés pour décrire à la fois l'état clinique et cette organisation psychologique, ainsi que la personne qui en est affectée. Le terme névrose désigne des troubles psychiques sans étiologie organique démontrable. Le sujet reste conscient de sa souffrance psychique. Il vit dans la réalité et ne perd pas son sentiment d'identité. À retenir pour le fonctionnement de la structure névrotique: 1. Instance dominante. Dans la structure névrotique, l'instance dominante est le moi. Ce moi est relativement intact et n'est jamais clivé, ce qui signifie qu'il conserve une certaine cohésion et unité. Il ne perd jamais le contact avec la réalité, contrairement au psychotique. 2. Le conflit dominant se situe entre le ça, l'ensemble des pulsions instinctives, et le surmoi, l'instance morale internalisée. Cette tension entre les désirs impulsifs du ça et les normes morales du surmoi crée un conflit intérieur, source de nombreuses angoisses et défenses. 3. Le type d'angoisse. L'angoisse dominante dans la structure névrotique est l'angoisse de castration. Cette angoisse est liée à la peur de la punition pour des désirs interdits ou des actes perçus comme moralement répréhensibles. Elle peut se manifester sous forme de culpabilité, de peur de l'échec ou de la crainte de manquer de quelque chose d'essentiel. 4. Les mécanismes de défense les plus fréquemment observés chez les individus à structure névrotique sont principalement liés au refoulement. Le refoulement consiste à repousser dans l'inconscient des pensées ou des désirs perturbants pour éviter l'angoisse. 5. En termes de relation à l'autre, la structure névrotique est généralement orientée vers une relation d'objet génital. Cela signifie que l'individu est en mesure de rechercher une relation à l'autre en le considérant comme de même nature que lui-même et autonome dans ses choix et ses désirs. Dans cette partie, vous allez maintenant savoir comment fonctionne la structure de personnalité psychotique. La psychose est un état psychologique où le sujet éprouve une altération significative de sa perception de la réalité. Elle se manifeste par la présence de symptômes tels que des délires, croyances irréelles, et ou des hallucinations, perception de choses qui n'existent pas. La psychose peut se manifester de deux manières principales, soit de manière aiguë, soudaine et intense, soit de manière chronique, persistante sur une longue période. Dans certains cas, la psychose se caractérise par des symptômes productifs, tels que des délires et des hallucinations. Cela signifie que la personne a des croyances étranges et peut percevoir des choses qui n'existent pas. D'autres fois, la psychose peut présenter des symptômes déficitaires. Cela inclut une pauvreté des affects, c'est-à-dire des émotions limitées, une pauvreté de la pensée, c'est-à-dire des difficultés à élaborer, une anédonie, c'est-à-dire une incapacité à ressentir des émotions positives dans des situations qui étaient précédemment plaisantes, et une apraxie, c'est-à-dire des difficultés à accomplir des actes coordonnés en réponse aux besoins ou aux exigences de la vie. Quelles sont alors les caractéristiques de la structure psychotique en psychanalyse ? Voici les principaux aspects à retenir. Premièrement, dans la structure psychotique, l'instance dominante est le ça. Contrairement à la structure névrotique où le moi est prédominant, le ça prend ici le devant de la scène. Le ça représente les impulsions instinctives et les désirs profonds de l'individu. Deuxièmement, le conflit dominant se situe entre le ça et la réalité. Les individus présentant cette structure peuvent avoir des difficultés à distinguer clairement entre leurs pensées, leurs fantasmes et la réalité extérieure. Ce conflit peut conduire à des délires et des hallucinations. Troisièmement, le type d'angoisse est souvent décrit comme une angoisse de morcellement.
Cela se traduit par des sensations de se sentir en train de se fragmenter, de ne pas être capable de distinguer le bien du mal et des difficultés à déterminer la frontière entre soi et les autres. Les individus psychotiques peuvent alterner entre se sentir rassurés par des relations fusionnelles avec les autres ou les objets et se sentir agressés. Quatrièmement, les mécanismes de défense prédominants dans la structure psychotique incluent le clivage, le déni, la projection et l'identification projective. Ces mécanismes visent à maintenir une certaine distance entre la réalité extérieure et les contenus psychiques perturbants. Le clivage de l'objet, par exemple, permet de diviser les aspects positifs et négatifs d'une personne ou d'une situation pour éviter l'angoisse liée à leur coexistence. Enfin, la relation d'objet dans la structure psychotique est souvent décrite comme fusionnelle. Les individus psychotiques peuvent avoir des difficultés à maintenir des limites claires entre eux et les autres, ce qui peut se manifester par des attachements intenses et une tendance à confondre leur propre identité avec celle des autres. Dans cette partie, voyons comment fonctionne une personne dite état limite ou borderline. L'organisation état limite, parfois appelée borderline, est souvent comparée à un état intermédiaire entre la psychose et la névrose. Cependant, il est plus précis de la qualifier d'astructuration, car contrairement à la psychose et à la névrose, elle est caractérisée par sa mobilité. Les personnes installées dans ce fonctionnement en souffrent. Elles connaissent des phases de mal-être où leurs symptômes alternent entre des aspects névrotiques et psychotiques. Le psychanalyste Bergeret souligne que les individus ayant une organisation état-limite parviennent à maintenir cette structure de personnalité, mais cela requiert des efforts importants, y compris des contre-investissements, actions opposées à leurs impulsions, et la formation de réactions défensives coûteuses. Cela rend cette organisation complexe à cerner, et les patients qui en sont atteints sont souvent difficiles à traiter. Pour mieux comprendre, il faut noter que l'organisation état-limite repose sur une angoisse profonde de perdre un objet significatif, autrement dit d'une forte angoisse d'abandon, ce qui crée une insécurité interne constante. Les personnes ayant cette structure de personnalité ont tendance à mettre à l'épreuve leur entourage de manière constante. Schématiquement, elles peuvent se dire ce genre de choses. Si je m'en vais, me rattraperas-tu? Si je suis relationnellement difficile, continueras-tu de m'aimer ou m'abandonneras-tu? Lorsque les choses deviennent compliquées, elles ont tendance à partir avant d'être quittées. Au travail, elles démissionnent avant d'être remerciées par exemple. L'un de leurs mécanismes de défense est le passage à l'acte, où ils agissent impulsivement pour soulager leur angoisse. Ces mécanismes de défense sont peu structurés et peu efficaces. Ce type de structure de personnalité est marqué par des dynamiques et des mécanismes psychiques distincts. Voici les principaux aspects à retenir. Premièrement, l'instance dominante est l'idéal du moi. L'idéal du moi est une construction psychique qui représente les aspirations, les désirs et les normes idéales de l'individu. Il agit comme un guide pour le comportement et les choix de vie. La vie est idéalisée et elle ne sera jamais satisfaisante car la réalité n'est jamais à la hauteur de ses idéaux. Deuxièmement, le conflit principal dans le fonctionnement état-limite se situe entre l'idéal du moi, le ça, les pulsions instinctives, et la réalité. Les individus présentant ce fonctionnement peuvent avoir des difficultés à concilier leurs idéaux élevés avec leurs désirs impulsifs et les contraintes de la réalité. Ce conflit peut entraîner des fluctuations émotionnelles intenses et des instabilités dans les relations interpersonnelles. Troisièmement, le type d'angoisse dominant dans le fonctionnement état-limite est souvent décrit comme une angoisse latente de perte d'objet. Cela peut se manifester par des sentiments de honte, de peur d'être abandonné ou rejeté et d'instabilité dans l'image de soi. Les individus état-limite peuvent craindre de perdre l'amour ou l'approbation des autres. Quatrièmement, les mécanismes de défense prédominants dans le fonctionnement état-limite incluent le clivage des objets. Le clivage des objets est une division de l'expérience en catégories opposées, par exemple en tout bon ou tout mauvais. Cette défense peut conduire à des relations ambivalentes avec les autres, où ils sont vus comme soit idéaux, soit terribles, sans nuance. Enfin, la relation d'objet dans le fonctionnement état-limite est décrite comme anaclitique. Cela signifie que les individus ont tendance à se sentir fortement dépendants des autres. Ils recherchent un soutien, une sécurité et une validation émotionnelle dans leurs relations. Ils peuvent avoir du mal à gérer la solitude et l'autonomie. Après avoir vu comment les structures de personnalité névrotiques, psychotiques et état limite fonctionnent, voyons maintenant comment s'exprime la pathologie dans chacune d'elles. Commençons par les névroses.
Dans la clinique des névroses, nous pouvons observer plusieurs mécanismes de défense qui influencent les symptômes. Voici quelques points clés. 1. La prévalence du refoulement. Les émotions ou les pensées conflictuelles sont repoussées dans l'inconscient. Cependant, lorsque la conflictualité n'est pas complètement retenue dans l'inconscient, elle peut se manifester à travers des symptômes. 2. Des symptômes phobiques. L'angoisse peut se déplacer vers des objets spécifiques, ce qui crée des phobies. Par exemple, quelqu'un peut avoir une peur intense des araignées, car l'angoisse est projetée sur cet objet. 3. La conversion hystérique. L'angoisse peut se manifester sous forme de symptômes corporels, comme des douleurs physiques. Par exemple, une personne peut ressentir des maux de dos ou des problèmes dentaires liés à des conflits intérieurs. 4. Les pathologies obsessionnelles. Les névroses obsessionnelles se caractérisent par un déplacement de l'affect, émotion, ou de la pensée gênante. Cela signifie que le sujet tente de contrôler des pensées ou des émotions qu'il ne peut pas gérer dans sa vie quotidienne. Cela peut se traduire par la mise en place de rituels, comme dans le trouble obsessionnel compulsif, les TOC. Parfois, le patient obsessionnel va à l'encontre de ses pulsions en adoptant des comportements opposés à ce que ses impulsions lui dictent. Malgré ces symptômes, il est important de noter que la personnalité du patient reste globalement stable et bien différenciée. La névrose ne déstructure pas la personnalité. Le moi, la partie de la personnalité en contact avec la réalité, reste intacte, ce qui permet au patient de maintenir des relations avec les autres et d'avoir une conscience de ses troubles. Il faut donc retenir que malgré les souffrances, une personne névrotique ne perd pas le contact avec la réalité. Voyons maintenant comment s'exprime la pathologie dans la psychose. 1. Le délire. L'un des traits distinctifs est la présence de délire. Un délire est une croyance irrationnelle et inébranlable, souvent perçue comme une tentative du patient de guérir d'une situation difficile. Il est l'expression du clivage du moi. 2. La dissociation. La dissociation se manifeste de différentes manières. Elle peut être psychique, perte de contact avec la réalité, physique, déconnexion avec le corps, ou verbale, incohérence du discours. Dans la dissociation, il y a une rupture entre l'expérience vécue et les émotions ressenties. Par exemple, un traumatisme peut ne pas susciter d'émotion, entre la pensée délirante et la rationalité, ou entre les sensations et la perception de la douleur. 3. L'usage de l'agir comme moyen d'expression privilégié. Les patients psychotiques ont tendance à s'exprimer davantage par leurs actions que par les mots. Cela signifie qu'ils peuvent avoir du mal à communiquer verbalement ou à expliquer leurs émotions par la parole, préférant agir pour exprimer leurs sentiments et leurs pensées. Voyons maintenant comment s'exprime la pathologie pour les états limites. D'abord, rappelez-vous que la structure limite étant instable, la personne ne fonctionne jamais en étant vraiment bien. Le trouble limite de la personnalité est caractérisé par une série de manifestations cliniques variées. 1. Les personnes atteintes de ce trouble ressentent en permanence une angoisse qui est diffuse, envahissante et instable. Cependant, il est souvent difficile de déterminer ce qui déclenche cette angoisse. Ils ont tendance à l'exprimer principalement par des actions, car ils ont du mal à la comprendre et à la mettre en mots. 2. Les symptômes de dépression sont courants dans ce trouble. Les patients vivent un véritable abaissement du tonus émotionnel et de l'énergie vitale sans qu'il y ait une cause évidente. Certains parlent de dépression essentielle. Cela se traduit par des sentiments de vide alternant avec des accès de colère, de rage et un rejet de source de satisfaction. Il s'agit d'une forme atypique de dépression, sans inhibition psychomotrice apparente. 3. Des symptômes névrotiques variés. Les patients présentent une gamme de symptômes névrotiques tels que des symptômes de conversion hystérique, des phobies, des obsessions ou des préoccupations hypocondriaques. Ces symptômes sont souvent atypiques et fluctuants, avec des passages rapides d'un type de symptôme névrotique à un autre. 4. Les patients peuvent aussi manifester des comportements qui semblent psychopathiques ou antisociaux, ce qui peut les rendre perçus comme difficiles dans les relations. Ils peuvent développer une dépendance émotionnelle envers un partenaire ou une substance, être impulsifs et rencontrer des difficultés familiales, sociales et professionnelles. Les passages à l'acte, tels que des comportements suicidaires ou antisociaux, les conduites addictives, les troubles du caractère et des relations avec autrui, résultent de cette tendance à exprimer les tensions conflictuelles par des actions plutôt que par des mots. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous pour en apprendre toujours plus.